Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la présidentielle du 22 février prochain, la CENI a réceptionné l'encre indélébile ce matin, aussitôt réceptionnée, aussitôt certifiée. Nous verrons comment tout à l'heure dans cette édition. Que pensent les Togolais de leurs médias, publics comme privés? Eh bien, une enquête a été menée, les résultats rendus publics ce lundi. Le moins qu'on puisse dire, les avis restent partagés. Et puis, culture et musique, Kossi Apeson donne naissance à son 5e bébé, son nom Nietzsche, ainsi soit-il, lancé vendredi dernier, la séance de dédicace en fin de journal ce soir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le 20h. À quand la nouvelle date du cross-country que la Confédération africaine d'athlétisme organise au Togo? Son président a informé le chef de l'État ce lundi, audience au cours de laquelle la compétition d'un moins de 20 ans prévue pour l'année prochaine a été aussi évoquée, ainsi que d'autres sujets. Les précisions du président Ahmed Kalbaka Malbouhem, des propos recueillis par Aloti Diouf. J'ai l'honneur et le privilège d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, dans le cadre des activités de la Confédération africaine d'athlétisme. Certainement, vous devez le savoir, le Togo va accueillir les championnats d'Afrique de cross-country, initialement prévu du 28 février au 1er mars. Et comme la date a été décalée, nous voulions nous accorder sur la nouvelle date. Et nous avons suggéré que cette compétition se tienne du 6 au 8 avril prochain. Mais nous avons parlé généralement du développement du sport, mais plus particulièrement du développement de l'athlétisme. Comme vous le savez, le Togo abrite le Centre africain du développement de l'athlétisme, ici à Lomé. Il était donc question de voir quelles sont les possibilités que le gouvernement togolais peut offrir à ce centre pour un meilleur développement de ses activités. Mais aussi voir comment le Togo, nation sportive bien connue, puisse prendre des engagements nouveaux pour l'avenir du développement de notre sport. Et c'est ainsi que nous avons proposé que le Togo accueille en 2023 les championnats d'Afrique de moins de 18 ans et de moins de 20 ans dans le siège de l'organisation aussi à Lomé de l'Assemblée générale de notre confédération. Et nous avons été très heureux de trouver un chef d'État sportif qui connaît l'importance de ce que le sport représente pour l'image du pays et de ce que le sport représente pour la jeunesse du pays et de la jeunesse africaine. Nous pensons que nous aurons sans aucun doute le soutien du Togo pour atteindre ces objectifs. L'audience ce matin à la présidence de la République. À l'Assemblée nationale, on note une série d'entretiens ce matin dans le bureau de la présidente. Yawa Dibori-Tchegan a d'abord reçu la vice-présidente de la commission du développement et la première vice-présidente de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Autre personnalité reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Brésil au Togo. De quoi a-t-il été question lors des discussions ici et là? Eh bien, voici les précisions au micro de Sonia Amedi pour cette fois. Je suis ici dans le cadre du rapport pour la nouvelle stratégie Union européenne et Afrique. Au Togo, il y a beaucoup de choses qui passent et avec beaucoup d'investissements. Et je suis venue voir la présidente pour avoir un échange sur tous les domaines, que ce soit l'éducation, l'industrie, l'agriculture. J'ai pu voir beaucoup de projets qui sont menés et ainsi que la place de l'Union européenne au Togo et les relations qui déjà existent et comment on peut imaginer de renforcer ces relations. Je vais visiter des autres pays africains et avec tous ces éléments, on va
on va faire un rapport pragmatique. C'est important que cette relation soit forte et qu'elle est basée mais sur une relation, sur un vrai partnership, qu'on va être tous les deux gagnants. Cette visite de courtoisie a été très importante pour cela, pour que nous puissions échanger quelques idées. Nos deux pays ont de très bonnes relations, mais il y a encore beaucoup à faire. Pendant la visite du ministre des Affaires étrangères, Robert Ducey, au Brésil en juin 2019, il a lancé l'idée d'un forum d'affaires entre le Brésil et le Togo. On l'a prévu justement pour 2020 et on va le faire. Et il faut dire aussi que le Brésil et le Togo ont beaucoup de liaisons culturelles. Voilà, la série d'audience ce matin à l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, c'est l'un des éléments qui va crédibiliser le prochain scrutin présidentiel, l'encre indélébile. Il a été réceptionné aujourd'hui par la CENI, aussitôt réceptionné, aussitôt certifié après analyse au laboratoire. Edem Soussoupon. Le matériel est indispensable dans le processus de vote. L'encre qui va servir à identifier les électeurs au cours de l'élection présidentielle de 2020 est livrée à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au total, cette palette de 40 220 flacons d'encre, 126 cartons réceptionnés au service du fret de l'aéroport international Gnassingbé et Adéman et convoyés au siège de la CENI où ils sont entreposés. L'encre est-elle indélébile? C'est le laboratoire de chimie des eaux de l'université de Lomé qui se chargera de l'attester et de prouver la qualité du produit réceptionné. La commande a été passée sur la base d'échantillons fournis par les sociétés consultées et nous réceptionnons aujourd'hui les lots. Derrière cette réception, nous n'allons pas nous contenter juste de recevoir l'encre, mais nous allons la soumettre une nouvelle fois à l'analyse par le laboratoire accrédité pour attester de la qualité telle qu'elle a été commandée. Puisqu'avant la commande, un test des échantillons avait été fait et c'est sur la base des résultats de ce test que la commande a été passée. Il faut maintenant certifier effectivement que l'encre indélébile reçue est conforme aux normes exigées pour être acceptée pour le scrutin, le prochain scrutin. L'échantillon prélevé est représentatif de 10% de l'ensemble du lot mis à la disposition de la CENI par l'adjudicataire, la société Netcom. Les responsables du laboratoire comptent livrer dans un bref délai le résultat des analyses pour permettre à la CENI de se situer sur la qualité de l'encre livrée pour une bonne poursuite du processus électoral. Et voilà, résultat de laboratoire attendu donc pour certifier cette encre indélébile, je rectifie donc. Et pour cette présidentielle du 22 février prochain, tous sont d'accord pour respecter les règles d'éthique et de déontologie. En attendant, nous revenons donc sur ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance du public et de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2020 qu'elle procédera au tirage au sort de l'ordre de positionnement des candidats sur le bulletin de vote. À cet effet, il invite tous les candidats à assister ou à se faire représenter à cette séance de tirage au sort qui aura lieu au siège de la CENI le mercredi 22 janvier 2020 à 16h. Vu l'importance de cette opération, la présence de tous est exigée. Et je vous le disais, pour cette présidentielle du 22 février prochain, tous sont donc d'accord pour les règles d'éthique et de déontologie. Tous, oui, tous les journalistes à travers les organisations de presse, elles ont toutes signé ce matin le code de bonne conduite. Et puis ça là. C'est un geste simple mais d'une grande portée. À travers cette signature, les organisations de presse s'engagent à respecter le code de bonne conduite en période électorale. À leur disposition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC met non seulement cet outil, mais également la charte des médias et le recueil des tests réglementaires et législatifs. Il rappelle la conduite qu'un journaliste doit tenir
avant, pendant et après la présidentielle prévue pour le 22 février prochain. C'est comment le journaliste doit travailler pour participer efficacement au déroulement de cette élection, puisque tout le monde veut que ce soit donc une élection apaisée, pacifique, crédible et transparente. Et donc le journaliste a un rôle primordial à jouer. Et comment il faut couvrir donc les manifestations politiques, la campagne politique des uns et des autres, quel genre de reportage il faut faire. Tout cela, en tout cas le comportement du journaliste en cette période est défini clairement donc dans ce document. Ces référentiels, les médias publics en ont également reçu. La HAC, à travers cette tradition, veut contribuer à une élection libre et transparente. L'institution appelle les médias à la responsabilité et à la rigueur professionnelle. En s'appropriant le code de bonne conduite, le journaliste devient ainsi un professionnel aguerri, astreint à l'observation d'une grande rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information vraie et vérifiable. En couplant la signature du code de bonne conduite avec le lancement du recueil des textes réglementaires et législatifs, la HAC voudrait mettre à votre disposition un document essentiel pour votre travail. C'est un véritable bréviaire qui est mis à votre disposition pour éviter des manquements dans vos reportages. Je voudrais réitérer le souhait de la HAC de voir les professionnels des médias assumer leurs responsabilités dans le strict respect du cadre légal et réglementaire de la régulation des médias en période électorale, mais également en faisant preuve de professionnalisme et d'honnêteté. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société doit requérir du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonscription. Cette disposition du code de déontologie des journalistes est également rappelée aux professionnels des médias. Et dans la foulée, ce rappel important, c'est la première fois que la présidentielle au Togo va se dérouler à 2 tours. C'est la première fois aussi que la diaspora va voter. La HAC entend vraiment être à la hauteur de cette première. L'instance de régulation veut aussi innover. Les dispositions prises ont fait l'objet d'échanges ce lundi avec les responsables des médias publics. Le compte rendu est Pouessala. Rédacteur en chef et directeur des médias publics à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Avec les membres de l'autorité de régulation des médias, ils échangent sur les innovations de l'institution pour répondre à la spécificité de l'élection présidentielle du 22 février prochain. Une élection à 2 tours à laquelle vont également participer pour la première fois les Togolais de la diaspora. Les débats ont tourné autour de 8 tests adoptés dans ce sens par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ils définissent clairement les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics. Au cours des 2 semaines que va durer la campagne, les 7 candidats à l'élection présidentielle auront droit à 3 passages pour leur message sur les médias officiels. Chacun aura 10 minutes de temps d'antenne. Également, la HAC a pris des dispositions pour la couverture de la campagne électorale dans les 6 pays concernés par le vote des Togolais de la diaspora. Les médias encore, les médias, que ce soit les médias publics, que ce soit les médias privés, eh bien, quel regard les Togolais portent sur leurs médias, quelles images en ont-ils vraiment? Eh bien, les avis restent partagés. C'est le résultat d'une enquête du Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation de l'Université de Lomé. Voici les résultats et les précisions de Augustin Kossi. Les résultats de l'étude mettent en lumière l'image et la perception que les Togolais ont de leurs médias. Ils tiennent compte des données recueillies sur le terrain auprès de 1050 personnes âgées de 15 ans au moins dans les grandes villes des 5 régions du Togo. Au niveau des médias audiovisuels, la télévision togolaise et les radios de service public se trouvent être des médias à forte audience. L'étude porte notamment sur les sources d'information, l'accessibilité, le contenu des médias et les ressources
ressources financières. Elle concerne les médias publics comme privés. Il y a une perception mitigée, c'est-à-dire d'une part vous avez un public qui considère que les médias sont professionnels, donc une image positive, et d'autre part vous avez aussi une proportion de la population qui considère que l'image est améliorée. Donc l'étude a révélé que les médias publics ont une forte audience, au-delà de 10%, et parmi les médias privés, notamment au niveau des radios, il y a Pyramide FM qui vient en premier. C'est un projet de formation et d'appui au secteur des médias au Togo. L'étude révèle aussi l'insuffisance de formation de base, l'ignorance des textes qui régissent le métier du journaliste et le non-respect des règles éthiques et déontologiques. Et cet appui consiste justement à y apporter des solutions idoines. Les recommandations portaient effectivement sur la formation. Des solutions commencent à être apportées. Il y a une implication des autorités et des acteurs dans ce domaine-là. L'amélioration de l'image des médias, elle passe par la professionnalisation. Les acteurs, les patrons de presse, tout le monde en est conscient. Plus de journalistes professionnels, des contenus plus précis, un peu moins polémiques, un meilleur respect des règles déontologiques. Depuis les années 90, la libéralisation du paysage médiatique a favorisé l'éclosion de plus de 100 médias. Les États généraux du secteur de 2014 ont balisé la voie au professionnalisme et à une presse indépendante et responsable au Togo, avec bien entendu la mise en œuvre des recommandations. Retour sur la présidentielle du mois prochain, le 22 février. La CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, appelle à une élection apaisée. L'institution est en campagne de sensibilisation, notamment sur la liberté publique. L'étape de Sokodé, Désiré Aloy. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, apporte sa contribution pour une élection réussie. Pour y arriver, elle forme les différentes couches de la population. Formation liée à l'exercice des libertés publiques en période électorale. Elle échange donc avec les populations sur le bon comportement à adopter. Période électorale, une période assez sensible et il faut le noter depuis 2007. La CNDH est toujours engagée donc pour pouvoir éduquer, sensibiliser, apporter des informations justes à tous les citoyens pour que les élections soient toujours une réussite. Les élections municipales qui se sont déroulées également dans un climat d'apaisement et la CNDH s'est déployée à nouveau sur le terrain pour pouvoir éduquer donc, la population au respect des droits de l'homme et nous avons réuni plusieurs acteurs. L'Union européenne soutient la Commission dans cette campagne. Période électorale, un moment sensible et pour la CNDH, il faut cadrer les populations dans un comportement responsable, citoyen pour une élection apaisée. Nous sommes à la veille des élections, bientôt les élections présidentielles. La préfecture a connu beaucoup de troubles, nous ne voulons plus avoir ça. Alors nous sommes là et nous devons prôner la paix. Le message que la CNDH nous a dit, c'est comment vivre dans la paix, vivre en cohésion, vivre dans une société et pour que le pays soit un pays émergé. Toute élection suit un processus de la révision au scrutin en passant par la campagne. Le préfet de Tchaoudio, représentant du pouvoir central, tout en saluant l'engagement de la CNDH pour cette tournée tâche noble et citoyen, a convié tous à un comportement responsable afin de préserver la paix, un précieux sésame, fondement de toute action de développement. L'Union européenne soutient la Commission dans cette campagne. Période électorale, un moment sensible et pour la CNDH, il faut cadrer les populations dans un comportement responsable, citoyen pour une élection apaisée. Cet exercice à Sokodé a eu lieu à Tchamba. Elle va se poursuivre dans la plaine du Mo, à Sotoubois et à Blita. Dans le reste de l'actualité, la tournée d'échange du ministre AFO à Tchadédi avec son personnel enseignant, les acteurs du monde éducatif. Séance ici, vous allez le voir, avec ceux de la région des Savanes. Le message essentiel avec Tchazim Labaga.
Le nouveau ministre des enseignements primaires et secondaires, Akadeji Afo, se frotte ici aux réalités quotidiennes du système éducatif dans la région des Savanes. Dans cette démarche qu'il veut inclusive et participative, il a d'emblée laissé la parole aux acteurs de terrain que sont les enseignants et aux premiers bénéficiaires que sont les élèves. La résolution de ces problèmes passe par un état des lieux caractérisé par une amélioration constante de l'accès et de l'équité dans l'éducation des enfants, le renforcement permanent de la qualité de l'enseignement, la consolidation soutenue de la gouvernance ainsi que la diversification des partenariats. En dépit de ces belles performances, des défis restent à relever. La création anarchique des établissements communautaires. Pourtant, cela est interdit. Il y a un arrêté qui interdit cela. Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de ces établissements communautaires, le nombre s'accroît et dans des conditions difficiles. Donc nous devrons nous conformer à cet arrêté qui interdit cela. L'insuffisance du nombre de personnels d'encadrement, à savoir les conseillers pédagogiques et les inspecteurs, le faible taux d'achèvement des jeunes filles au secondaire, nous devrons ensemble chercher les voies et moyens pour relever le taux, la proportion entre filles et garçons, surtout dans le secondaire. Le problème d'orientation scolaire, quand on voit le plan national de développement aujourd'hui, nous avons besoin des scientifiques. Et ça, s'il faut créer des usines, c'est vrai, c'est ceux-là qui vont tenir, il faut les ingénieurs. Quelles sont les perspectives? La poursuite du recrutement des enseignants et du personnel d'encadrement. La finalisation de la réforme de formation des enseignants. L'intensification de la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires et sanitaires. La poursuite de l'effort de recrutement et de formation des enseignants et du personnel d'encadrement. L'introduction du numérique dans l'enseignement. L'introduction de l'enseignement de l'anglais au cours primaire. Pour la consolidation du climat de sérénité dans le système éducatif. Je voudrais recommander vivement que la priorité soit accordée au dialogue et à la concertation comme seul moyen de recherche ensemble des meilleures solutions aux problèmes qui se posent au monde éducatif. Le ministre a également présenté la gratitude du gouvernement aux partenaires de l'éducation, dont l'AFD et l'UNICEF. Il a exhorté les enseignants au travail bien fait avant de les inviter à être des vecteurs de paix, de la non-violence et du civisme auprès de leurs élèves. Pour cette première sortie officielle de prise de contact, le ministre est porteur d'un message spécial du président de la République. Le chef d'État a envoyé un cadeau aux enseignants. Il s'agit des mallettes pédagogiques que nous venons de transmettre donc, au nom du chef de l'État. Un sincère merci au chef de l'État qui chaque jour ne fait que continuer dans la promotion du système éducatif au Togo. Grâce à ces mallettes octroyées par le chef de l'État, désormais nos enfants seront à l'aise dans les classes pour pouvoir expérimenter non seulement la théorie mais la pratique. Nous sommes satisfaits par le message que le ministre nous a apporté, un message très satisfaisant et je pense que tout le monde dans cette salle est parti content. Cette séance de travail est la première étape d'une tournée nationale de prise de contact du ministre des Enseignements primaires et secondaires suite à sa nomination le 12 décembre 2019 dans la perspective de toucher du doigt les réalités de son département afin de pouvoir orienter efficacement ses actions pour le plus grand bien du système éducatif au Togo. Mieux en savoir pour mieux en parler. Eh bien, les journalistes se forment sur les changements climatiques. Session ici à Kara, à l'initiative, le ministère de l'Environnement. Alors, qu'enseigne-t-on concrètement aux journalistes sur le sujet, Nestor Monjou? Le changement climatique se manifeste par la hausse des températures, la sécheresse, la désertification, l'érosion des sols et la dégradation de la biodiversité et du cadre de vie des populations. Le Togo n'échappe pas à ces conséquences. Le gouvernement et ses partenaires ont développé des programmes et projets ayant conduit à l'identification et à la vulgarisation de bonnes pratiques sur la gestion durable des terres et des forêts et sur l'efficacité énergétique. Les journalistes et animateurs des médias de la partie septentrionale du pays sont ici à Kara à l'école de ces bonnes pratiques. Cette
Cette session de renforcement de leurs capacités est une initiative de la cellule de communication du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Si nous renforçons les capacités des journalistes, c'est pour leur permettre d'avoir de bonnes connaissances sur les changements climatiques. Une fois qu'ils ont eu ces bonnes informations, il leur reste de les vulgariser, il leur reste de confectionner, de réaliser de petits dossiers, il leur reste de faire de bons reportages avec l'appui des techniciens afin de toucher nos populations pour plus d'impact. Le dernier jour, on sera sur le terrain, on sera au centre SIDA pour toucher du doigt les réalités d'une gestion durable des terres. Il y aura aussi une communication sur comment les journalistes doivent se prendre pour faire de bonnes émissions interactives, puisque vous savez qu'une émission interactive, elle a des codes. La formation de CARA a été financée par le PAL-CC, projet d'appui à la lutte contre le changement climatique, tout comme la session de Palimé qui s'est tenue il y a quelques jours et qui a regroupé les journalistes des régions plateaux et maritimes. Pas de morts ni de blessés. Le dégât est seulement matériel. C'est le bilan de l'incendie dimanche, hier donc, à la maison des jeunes à Mandaromé. On fait le constat avec Ramdan Bassina. D'origine encore inconnue, l'incendie qui a détruit le bloc A de la maison des jeunes d'Amadaomé aurait pu être plus grave. N'eût été la promptitude des sapeurs-pompiers et de volontaires, matériel informatique et bureautique, machines à coudre et autres matériels, tout est parti en fumée. L'incendie a commencé dans la salle Liberté, donc une salle qui servait de magasin pour stocker un certain nombre de matériel informatique, matériel bureautique. Donc l'incendie a commencé là et après quelques instants, finalement, toute l'aile droite du bâtiment a pris feu. Donc une grande salle cloisonnable aussi a pris feu. Et l'autre petite salle qui est le guichet, qui est contigu à la salle où le feu a commencé, a également pris feu. Donc c'est le guichet des jeunes entrepreneurs femmes et hommes entrepreneurs. Donc ce sont les deux bâtiments, plus la grande salle. Qui sont les bâtiments qui ont pris feu. Heureusement que les sapeurs-pompiers sont arrivés aussi à temps pour pouvoir maîtriser le feu, pour que le feu ne se propage pas vers la bibliothèque, la salle informatique, la salle de réunion et vers l'incubateur Nunyalab. Donc de justesse, le feu a été maîtrisé. Merci beaucoup aussi aux sapeurs-pompiers et à tous les autres jeunes qui étaient là. La maison des jeunes, carrefour d'échange entre la jeunesse togolaise à la recherche des voies et moyens de son épanouissement. Ce cadre dédié à la promotion de la jeunesse continuera de fonctionner en attendant que réhabilitation soit faite du bâtiment endommagé. Vous êtes jeune entrepreneur, hommes et femmes. Comment soumettre vos offres sur le marché? Eh bien, l'ARMP ou l'autorité de régulation des marchés publics donne des formations. Nouvelle séance lundi même, notamment sur le quota de 20% de part de marché pour les jeunes. Carmen Madjiakapo. La part réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs dans les attributions des marchés publics est passée de 20% à 25% en 2019. À ce jour, plusieurs marchés ont été remportés par les jeunes dont le montant est estimé à plus de 25 milliards de francs CFA. Pour donc permettre aux jeunes d'être mieux outillés et de saisir cette opportunité que leur offre le chef de l'État, l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics, leur donne les meilleures stratégies de préparation des offres. Cette année, nous allons donc coupler et la formation et la sensibilisation. Et les formations que nous donnons aujourd'hui leur permettent non seulement de pouvoir accéder à des marchés publics, des autorités contractantes, des administrations publiques togolaises, mais ça leur donne la possibilité et les moyens de conquérir d'autres types de marchés. Parce que sur la place à Lomé, il y a beaucoup d'entreprises qui procèdent par appel d'offres pour recruter donc des fournisseurs
fournisseurs ou des prestataires de services de travaux. Plus de 520 jeunes entrepreneurs de Lomé, de Kara et d'Atakpamé prendront part à cette série de formations de l'ARMP. La Direction nationale de contrôle des marchés publics et le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ apportent leurs appuis à cette initiative. C'est à nos jeunes et à nos femmes de s'outiller à travers ces formations et d'aller vers les autorités contractantes pour postuler, pour voir ce qui est disponible pour eux, postuler et gagner des marchés. Cette formation se déroule simultanément à Lomé et à Kara. Elle se poursuivra à Atakpamé la semaine prochaine. Le REJAD, le réseau des jeunes pour l'action et le développement, célèbre ses 10 ans d'existence. À l'occasion, l'association sonne le rassemblement de ses membres. C'est pour la présidentielle de février prochain. Kazim Nabaga. Pour la célébration de ces 10 ans d'existence, le réseau des jeunes pour l'action et le développement REJAD Togo a choisi de faire l'analyse de la situation socio-économique au Togo les 10 dernières années. Les assises ont porté sur les différents chantiers ouverts dans le domaine des infrastructures qui ont totalement reprofilé l'architecture logistique du pays, les réformes audacieuses engagées pour transformer structurellement l'économie nationale, rendre le pays plus attractif aux investissements directs étrangers et faire prospérer le secteur privé national. Autre sujet phare abordé, la paix et la sécurité. On a mobilisé nos jeunes pour leur dire que depuis 2010, nous avons soutenu le président de la République. Et nous avons vu, il a démarré beaucoup de chantiers de développement. D'abord, la paix, la sécurité. Ça, c'est un héritage que je dirais que si vous êtes en paix et si vous êtes en sécurité, vous pouvez faire presque toutes les actions de développement et que ça réussisse. Donc c'est déjà un. De deux, c'est un président qui a pensé à nous les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir dans tous les domaines, le jeune répond pour son propre épanouissement. Ces performances et les grands projets contenus dans le plan national de développement PND 1822 sont la promesse d'un avenir radieux pour ces jeunes et femmes, a indiqué le REJAD, qui veut donc les mobiliser autour du principal acteur de cette embellie, le président de la République, Faure Essosmna Gnassingbé. Le 22 février, on aura allé aux élections. Donc nous avons invité nos adhérents pour leur signifier qu'il faudrait qu'on sorte massivement pour soutenir le président Faure. Nous avons prévu 16 grandes réunions dans les 16 cantons et les porte-à-porte dans les cantons. Donc nous resterons à côté de l'UNIR pour mobiliser les gens, nos membres, pour que le message du président Faure passe. Il a amené FNFI qui prête l'argent aux femmes qui nous aident. Et Faure a amené les hôpitaux un peu partout. Quand maintenant nos enfants tombent malades, on ne souffre plus comme ça pour les amener. Et il y a encore les vaccinations. Aujourd'hui, on boit de l'eau potable. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a la santé dans les familles. On sait qu'il a encore beaucoup de projets pour nous, les femmes de Tandjoa. Donc, on va le voter pour qu'il nous aide, pour qu'on aille de l'avant aussi. Il y a le PND qui est là, qui soutient les jeunes pour qu'ils puissent faire quelque chose dans leur vie. Il construit aussi des écoles pour soutenir les jeunes à fréquenter. Il y a School Assure aussi qui assure les jeunes sur le plan sanitaire. Et au niveau de l'agriculture, il soutient encore les jeunes sur le plan financier. Il fait des prêts agricoles pour que les jeunes qui n'ont rien à faire puissent se développer. Donc c'est pour cela que je compte le soutenir. Le secrétaire général de la préfecture de Tandjoa a exhorté les jeunes à contribuer au maintien du climat de paix et de sécurité durant tout le long du processus électoral en cours. Le REJAD est créé en 2010. Les représentants de ce mouvement de jeunes dans les différents cantons de la préfecture de Tandjoa reçoivent ainsi l'onction officielle pour mener à bien leurs activités sur le terrain. Ça a également tout l'air d'une célébration. Kossi Apesson sort son 5e album, séance dédicace de l'artiste vendredi dernier, 5e bébé salué par le public et savouré par l'artiste tradi-moderne Sonia Medipou. Nietzsche, c'est le nom de ce nouvel opus de 26 titres de Kossi Apesson. Agbadja, Beko, Bobobo, Kamou sont entre autres sonorités que renferme ce chef-d'œuvre.
concert parce que ça m'a beaucoup plu. Il a mis en valeur la tradition et c'est très bon. La personne m'a amené à aimer la tradition du sud du Togo. Je félicite beaucoup notre artiste Kossi Apesson avec l'effort qu'il est en train de faire pour la culture. Ce que je suis venu voir ce soir, je suis très motivé et on l'encourage beaucoup d'aller très loin. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu à l'artiste 2 années de travail acharné. L'union, l'amour et le vivre ensemble sont les valeurs que prône l'artiste à travers ce 5e album. Cet album, ça dit que c'est me redécouvrir autrement. Donc je pense que j'ai parcouru un peu le Togo. J'ai essayé de faire un melting pot du blues et puis de la tradition. Chanter c'est bon, sortir aussi des singles c'est bon. Mais être professionnel pour avoir accès à certains festivals, il faut d'abord avoir un album. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sous. Mais quand on a la passion pour ce que je fais, on met du tien, on se bat pour que cette musique-là soit exportée. Nietzsche, c'est aussi une manière pour Apesson de dire merci au Tout-Puissant pour sa grâce. Nietzsche, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, que nos prières, que nos vœux se réalisent. C'est d'abord le titre de cet album. Cet album parle juste, quand tu parcours tous les 26 morceaux, ça parle de l'amour. Parce que Dieu nous a fait grâce. Nemele miamo, nemele miamo, nous manions namione. Nemele miamo, nous manions namion. Soyons unis. Cela fait 12 ans que Kossi Apesson fait de la promotion des sonorités et rythmes du terroir son cheval de bataille. Un véritable défi que l'artiste tente de relever au fil des années. Voilà, Nietzsche d'Agbedeva, ainsi soit-il, un bon vent à ce 5e album de Kossi Apesson. ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, à Bamako, au Mali notamment, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très bonne soirée.